poésie au théâtre, en fait, j'aime à dire ça, et d'autres, je crois, m'aident à le répéter. Je crois qu'il y a quand même, il y a une complicité. Je crois que Racine est un grand poète. Je crois que Shakespeare est un immense poète. C'est pas sans raison qu'ils ont aussi fait du théâtre. En fait, les tentatives théâtrales, je ne les conçois pas sans la poésie, donc, mais ça... Donc la poésie m'a conduit, m'a amené au théâtre. Et bien sûr, il y avait en Haïti que le Conservatoire national de l'art dramatique était dirigé par Gabriel Imbert, un Français, qui avait fait ses études classiques en France, qui aimait le théâtre classique et qui a bien voulu nous inculquer la façon de jouer, la façon de dire, de porter un texte sur scène, la façon de bouger, d'occuper l'espace. Et donc, j'ai suivi pendant 3 ans, 4 ans, des cours au conservatoire je disais avec Alix et avec François Latour, et Blondel Desbrosses et Digotto. Donc nous avons vraiment reçu cet enseignement de façon continue. On y allait, on aimait aller au conservatoire tous les soirs après l'école, et ça nous faisait le plus grand bien. Donc je me suis rendu à cet enseignement, je me suis soumis à cet enseignement. Ça m'a permis d'avoir de bonnes bases, mais en même temps, ça m'a montré par la suite certains handicaps, certaines limites que j'avais, en tout cas quand j'ai voulu essayer. Oui, ça m'a montré certains handicaps quand j'ai voulu, quand le problème s'est posé pour nous, et le problème a se posé pour nous, parce qu'après le conservatoire, je fais des tentatives de théâtre en Haïti avec je sors des classiques, c'est-à-dire Corneille, Racine, Marivaux et Molière, les autres. Et on essaie de mettre sur pied, en tout cas de trouver une bonne pièce haïtienne. Il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait Franck Fouché qui avait commencé à écrire, mais ces pièces étaient très politiques. Vous ne pouvez pas les jouer sous Duvalier. On s'est dit qu'on allait... il a fallu aller dans le répertoire des pièces haïtiennes, comme des pièces surtout patriotiques. C'est ça qui dominait le théâtre haïtien. Donc je me suis laissé aller à jouer avec Clovis Bonhomme une pièce qui s'appelle La Crête à Pierrot, de Charles Moravia. Et donc Bonhomme m'a dit: je te vois bien dans le rôle de Boiron Tonnerre. Donc j'ai joué cette pièce, mais je me suis senti un petit peu coincé dans mon jeu, très enfermé. En fait, j'avais encore cette rigueur que tu as inculqué le classique, que tu as imposé le classique. Et bon, par la suite, avec François Latour et Charles-Alexandre Lénard, on va tenter autre chose. On va jouer Marie-Octobre, qui était une pièce écrite sur la résistance française. Donc on a monté cette pièce ensemble, nous étions 12 à 13 sur scène. Il y a une film, il y a une adaptation cinématographique de cette pièce. Et quand on l'a jouée en Haïti, c'était sous la période du dualisme sauvage, la période... on nous a fait bien vite comprendre qu'il ne fallait pas la reprendre. Il fallait laisser tomber. Et donc, de plus en plus, la parole était bâillonnée, les pas mesurés, on n'osait pas rester trop tard dans les rues parce qu'on entendait passer les DKW
qui nous rappelait qu'il ne fallait pas occuper les carrefours à pareille heure. Il fallait que la rue soit blanche, que les rues soient. Voilà, cette période-là nous a profondément marqué, et je crois que quelque part ça a poussé beaucoup de gens, la sécurité. Est-ce qu'on en sort? Je ne sais pas, aujourd'hui encore, c'est les mêmes questions qui se reposent, c'est terrible. Mais en tout cas, beaucoup d'entre nous sont partis, ont dû prendre l'exil. Et quand je suis arrivé ici, à New York, j'ai fort heureusement rencontré de vieux amis qui m'avaient précédé, qui vivaient dans une atmosphère aussi étouffante et qui étaient déjà à New York quand je les ai revus à New York. Et je pense vraiment à des amis d'enfance comme Jacques Charlier, qui était déjà marié à Cécile, qui est là parmi nous. Et je rencontre un beau bisson large, Jean-Marie Roumer. Je rencontre Jacques qui me présente Daniel Tino, et Ghislaine que je vais connaître par la suite. On se pose des questions. Bon, c'est le premier moment de questionnement, c'est-à-dire il régnait un grand silence sur Haïti à New York même. Les gens n'osaient pas parler d'Haïti. Il ne fallait pas, par crainte que leur famille ne soit victime d'une parole mal entendue ou d'une chose qu'il ne fallait pas dire. Il fallait se taire, c'est-à-dire Duvalier était présent encore là, est obligé au silence. Mais on s'est dit non, mais on ne va pas se laisser faire, on ne va pas se laisser démonter, donc on va casser ce silence. Mais comment y arriver? On s'est dit qu'il fallait faire une revue, puis on s'est dit non, on va faire du théâtre. On va commencer à faire du théâtre. Mais quel théâtre faire? Voilà, c'est-à-dire, bon, on n'a pas de pièce, on n'a pas de pièce haïtienne capable de répondre à cette situation. On a essayé une pièce de Horteloup qui s'appelle La Montée. On a vu qu'on tombait dans les mêmes schémas. Cette pièce ne fait pas une possibilité d'épanouissement, en tout cas, quant au souhait qu'on avait de faire un autre théâtre, de dégager d'autres pistes. Et on a voulu monter Les Nègres de Jean Genet. Cette pièce était beaucoup trop costaud, beaucoup trop forte pour nous. Nous n'avions pas encore assez d'expérience de mise en scène. Et puis l'occasion s'est présentée, en fait, quand Anthony Phelps et Jean-Richard Laforêt et Émile Olivier ont fait un disque qui s'appelle Pierrot le Fou, Pierrot le Noir. Ils nous ont demandé si on ne pouvait pas faire une manifestation culturelle à l'occasion de la vente signature de leur disque ici. Mais on s'est dit, mais c'est l'occasion de sortir, en fait, de faire quelque chose, de faire connaître cette troupe qui était ce petit noyau que nous avions mis sur pied. Et puis, à ce moment, l'idée m'est venue, en écoutant le disque, d'écrire un premier dialogue, le premier dialogue théâtral que j'écrivais autour du thème du disque, et j'ai travaillé sur ça. Et on l'a lu un peu en petit comité chez Cécile et Jackie. Daniel était là et ils ont dit mais c'est magnifique, c'est bien ce que tu as fait là. Ensuite on a appelé Paul Larac, on l'a relu pour Paul Larac, il a trouvé ça bien, il a dit qu'il fallait absolument qu'on joue cette pièce le jour de la vente signature de ces messieurs. Mais comme on l'a joué, nous n'avions pas de metteur en scène. À ce moment, Daniel Lutino nous dit, mais il y a Hervé Denis qui vient d'arriver de Paris et qui avait fait du théâtre avec Jean-Marie Serrault, qui était son assistant. Et je prends contact avec Hervé. Et puis Daniel le fait, et puis Hervé s'amène un samedi, encore à Elmhurst, de la Colovision. Et puis
je relis cette pièce et Hervé me dit, eh bien, je fais la mise en scène. Ça me plaît, mais elle est courte, ça ne donnait qu'une demi-heure. Et puis, bon, on a ajouté, Hervé a mis du Kateb Yassine, du Césaire, et on a fait un spectacle d'1h15, 1h30 au Brooklyn Academy of Music. C'est la grande salle qu'on avait louée. Et les gens sont venus en grand nombre ce jour-là, à cette première prestation, ne sachant pas trop à quoi ils allaient assister. Et voilà. Ils vont, on a salle comble. Et puis pendant toute la représentation, les gens ont applaudi chaudement, c'est-à-dire on disait à haute voix ce qu'ils disaient en silence, ce qu'ils n'osaient pas dire. Il y a eu des applaudissements nourris, mais une fois la salle rallumée, tout le monde a pris la fuite. Donc ça a été terrible pour nous, mais on s'est dit on ne va pas se laisser intimider par Duvalier et Sainsbury, on va continuer. Et on a continué, on n'a pas arrêté de faire du théâtre. Et Prud'Or a eu quand même 10 bonnes années d'existence ici à New York, 10 ou 11 ans. Le groupe, après cette représentation, cette prestation, nous étions un petit noyau. Il y avait Franz Coulange aussi qui chantait, qui faisait de la musique. Et puis nous vivions, en fait à l'époque, nous vivions aussi dans l'entourage de gens qui nous aidaient, qui nous encourageaient à faire ça. Bernard Roy, au côté mémoire, il y avait la compagnie de Jean Prophète, il y avait d'autres amis, en tout cas, qui avaient un regard sur ce travail qu'on faisait, qu'on menait, en tout cas, déjà timidement dans le théâtre, et puis ça nous a permis d'aller plus loin. Et donc ce petit noyau s'est élargi dans un second temps. Donc on va avoir, dans le premier temps, il y avait Jackie, Daniel, Hervé, moi, Bobisson, après Eddie Guerrier, Max Kenol, mais aussi Yannick Jean, ma première femme, qui faisait aussi partie de cette troupe, et puis Michel Aubry, Georges Castra qui venait de rentrer de l'Espagne, où il était parti pour faire ses études en médecine, et puis la poésie, n'est-ce pas, a eu le dessus. Donc, et on a poursuivi donc à partir de cette prestation, on s'est mis à réfléchir en tout cas sur le théâtre. Je dis ça, pourquoi? Parce que je crois que la première tentative a été une tentative assez facile. Je dirais que c'était une parole politique qu'il fallait porter vivement sur scène. Il fallait en tout cas crever le silence, c'est-à-dire briser le silence, et dire, mais quand même il y a eu ce souci, un souci esthétique, un souci de dire autrement le texte. Mais c'est là, à partir de cette quête, que je me suis rendu compte qu'il y avait une raideur chez moi. Une raideur dans la façon de jouer, la façon classique de jouer. Et ça va avec le travail que nous allons entreprendre avec Hervé. Nous allons apprendre à utiliser autrement notre corps. Utiliser autrement notre corps, à ne pas rester figé, à accorder, à habiter autrement l'espace scénique, à casser les vieux moules, à sortir d'une façon classique de dire le texte, à trouver notre lexique gestuel. Et on s'est dit, bon, pour cette quête théâtrale haïtienne, en tout cas, il fallait penser aux sources culturelles populaires. On s'est dit qu'il fallait penser au vaudou, il fallait penser aux jeux de coq dans les arènes, il fallait penser aux contes haïtiens. Tout ça se passe en rond. Et en jouant en rond, en ne respectant pas la scène, en rompant avec la scène frontale, la scène italienne, ça allait nous permettre de faire, en cas d'arriver à autre chose. À un effort
vers un théâtre beaucoup plus dynamique, un théâtre en tout cas où la perception linéaire est brisée. Et on s'est mis à travailler dans ce sens, et ça m'a encouragé à écrire d'autres pièces. Ça a permis à Castra aussi de se mettre à écrire des pièces. Et ça a permis à tous ces comédiens que je viens de citer, il y avait Joël Jean-Julien, Yannick Jean-Julien, Joanne McFarlane, enfin des jeunes qu'on avait rencontrés dans les high school. Et on allait faire des animations culturelles pendant la période des vacances pour eux à Brandeis High School. Ils se sont joints à nous et on commençait à faire du théâtre, mais à se poser des questions, c'est-à-dire sur le théâtre, parce qu'il n'y avait pas seulement des séances de répétition, il y avait aussi des séances de réflexion. C'est-à-dire il y avait des échanges de bouquins, on a commencé à lire Brecht, on a commencé à s'intéresser à ce qu'avait fait Piscator, on a commencé à lire Beckett et à voir aussi ce qui se passait ici. Ce qui se passait ici, c'est-à-dire aller à la Mama Theater, aller voir Julien Beck, et on a même eu la chance d'organiser un festival qui a duré 15 jours avec Augusto Moral, un Brésilien. Et donc on a, en tout cas, qui nous ont des échanges qui ont été très, très enrichissants pour nous, mais en même temps nous ont permis, en tout cas, de savoir que nous étions sur la bonne voie, qu'on pouvait encore aller plus loin, qu'il ne fallait pas s'arrêter là, il fallait creuser là, il fallait rompre avec la facilité, parce qu'on avait tendance à rester dans un théâtre très politique. On dit, bon, ok, il faut faire de la politique, mais il faut quand même inviter les gens à la réflexion, il ne faut pas faire un théâtre au slogan. Il ne faut pas donner bonne conscience aux spectateurs constamment. Et d'autres troupes se sont mises à faire du théâtre aussi, mais ils n'arrêtaient pas de tuer l'exploiteur sur scène, de tuer le format, de dire la révolution triomphait tout le temps sur scène. Et puis tout le monde rentrait chez soi, content. Symboliquement, nous avons accompli quelque chose. Nous sommes des révolutionnaires, mais alors que le théâtre devait inviter à la réflexion, à autre chose, et en même temps procurer du plaisir, du loisir. Bon, donc on a travaillé comme ça. Et à un certain moment, on nous a même dit qu'on faisait du théâtre très élitiste, mais on n'a pas cédé à ce genre de pression. Et quand nous sommes allés jouer en Martinique, on s'est rendu compte qu'on faisait du bon travail. Nous sommes allés en Martinique en 1974. Et là, nous avons rencontré des troupes comme celle d'Ariane Mouchkine qui présentait 1789 à l'époque. Et quand ils ont vu notre représentation, la parole des enfants, ils ont dit chapeau. C'est du bon travail. Et on a eu une table ronde avec Ariane Mouchkine chez Édouard Glissant, dans son collège. Ça a duré toute une matinée. Nous avons eu des échanges sur le théâtre. Moi, je ne savais pas trop ce qu'il fallait dire face à cette grande dame. Je n'étais pas assez pourvu théoriquement. Bon, j'ai tâtonné, mais j'ai essayé de parler, j'ai essayé de dire ce qu'on essayait de faire. Et les autres aussi l'ont fait. Et ça nous a, en tout cas, réconforté, ça nous a permis d'aller un peu plus loin, de faire un pas plus large dans le champ théâtral. Ça a donné beaucoup de belles années, des pièces qui ont été jouées ici à New York, à Chicago, à Montréal, à l'Université du Québec, et par la suite en Martinique, en Guadeloupe, en France. Et voilà, je suis retourné en Haïti, venu après des années qui ont eu leur bon côté aussi. J'ai appris beaucoup de choses ici. Et puis, bon, je dis qu'il est temps pour moi de retourner chez moi. Et d'autant plus que ma deuxième femme y était déjà, elle m'attendait. C'était ou bien tu restes encore, ou bien à ton retour, tu trouves une porte fermée. Alors je consens, je retourne, et puis bien sûr,
j'ai longtemps posé la question, quoi faire, que faire. Comme elle était dans le prêt-à-porter, elle m'a suggéré de faire un prêt-à-porter pour homme. Donc j'ai acheté des pantalons, des chemises, des cravates. Et mon prêt-à-porter se trouvait en face du sien. Sauf que chez elle, il y avait un va-et-vient incessant. Des gens qui entraient sortaient avec des sachets en main. Et moi, tous ceux qui passaient chez moi venaient prendre une bière avec moi. C'est-à-dire, au bout de 3 mois, je n'avais pas vendu une cravate. Donc ça m'a foutu des complexes. Donc j'ai très vite laissé tomber. Et puis je me suis dit, bon, il fallait retourner à ce que tu sais faire. Et comme ça, donc j'ai recommencé à faire du théâtre en Haïti. J'ai retrouvé Hervé en Haïti. J'ai retrouvé... Qui d'autre? Il y avait Hervé, il y avait Castra, est rentré en Haïti. Donc il y avait d'autres amis d'anciens membres de Coup d'Or. Et bien on s'est dit qu'on allait continuer. Et puis je tombe sur ces messieurs et je tombe sur Pierre-Richard Narcisse, Lionel Pouillot, hein, que je connaissais déjà à New York, et je rencontre Pierre-Richard, on s'est dit, bon, on va créer des ateliers de théâtre, on va même faire une école de théâtre, on va écrire pour le théâtre haïtien, on va continuer. Et on met ces ateliers sur pied, et commençons, donc moi je reprends avec ces messieurs le travail dans le chant théâtral, et ça a été de bonnes années. Et je pense notamment à François Latour qui nous a beaucoup aidés aussi. Je pense à Hervé qui nous a quittés. Ces deux-là nous ont quittés. Je pense à Michel Aubry qui a été un acteur formidable dans Coup d'Or, qui lui aussi était en Haïti, est parti. Mais je leur dois une fière chandelle. Je leur dis merci. Et merci à tous ceux-là qui ont cru dans le théâtre et qui n'arrêtent pas de le faire et qui continuent, qui ont cette volonté en tout cas de continuer à faire du théâtre. Et voilà, et je vais faire appel à deux membres fondateurs, deux membres importants de la troupe Coup d'Or, qui sont là avec moi pour faire un petit sketch, tiens, à vous donner un petit aperçu du travail qu'on faisait dans Coup d'Or. Ce ne sera pas grand-chose, c'est un petit montage qu'on a préparé hier, mais on va vous le livrer. Hein, donc j'appelle Guy Guerrier Max Kenol.